Alors que ce match 1 aurait pu être cauchemardesque du début à la fin pour la bande à Rudy Gobert, retour sur la victoire d'Utah au buzzer sur le parquet des Los Angeles Clippers, une victoire qui s'est dessinée dans les dernières minutes de la rencontre sous la forme d'un duel à distance entre Joe Johnson et Chris Paul, une équipe d'Utah qui a complètement su se réinventer en l'absence de son pivot titulaire et qui a su exploiter ses forces mais aussi les faiblesses des Clippers. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo d'analyse de la rencontre. Cette victoire d'Utah, elle s'est dessinée dans la capacité du Jazz à aller chercher des paniers à haut pourcentage en étant agressif, en attaquant le cercle, en tentant beaucoup de tirs près du panier. Et souvenez-vous, la défense des tirs à proximité du cercle, c'était l'une des faiblesses de cette défense des Clippers. Le Jazz a donc très bien joué le coup en étant agressif vers le cercle et sur attaque placée mi-terrain. Ils auront, grâce à leur belle circulation de balles, complètement décalé la défense des Clippers pour trouver des tirs ouverts et donc maximiser leurs chances de scorer. A contrario, côté Clippers, on a été un petit peu moins fluide dans l'exécution en fin de match. On est un petit peu tombé dans le piège du tir extérieur et ce sont les derniers instants qui ont décidé du sort du match. Je vous propose de revenir sur la fin du troisième quart-temps, début du quatrième, où cette équipe d'Utah a créé la différence pour après être au contrôle dans le quatrième quart-temps. Et puis on va voir aussi comment la rencontre s'est dessinée avec l'analyse des dernières possessions. À 1 minute de la fin du troisième quart-temps, l'équipe des Clippers, grâce à un 8-0, est repassée devant de 2 points. Dans la continuité, côté Utah, on ne s'affole pas et on continue d'attaquer le cercle avec beaucoup d'agressivité. Hayward mettra les 2 lancers et sur la séquence offensive suivante, les Clippers vont dérouler un set qu'on va beaucoup voir sur la fin de rencontre avec une séquence en horn, un petit flare screen pour Crawford, la défense passe sous l'écran, ça n'est pas un mauvais tir que de prendre ici le 3 points. Rebond défensif pour l'équipe du Jazz et on va retrouver une belle circulation de balles, de bons écrans et de l'agressivité pour aller une nouvelle fois provoquer la faute. Hayward sanctionnera à nouveau avec 2 lancers francs inscrits. L'équipe d'Utah prend donc 2 points d'avance. Montée de balle pour les Clippers. On va aller servir Blake Griffin dans une séquence de fixation dos au panier. Prise à 2 sur Griffin, transfert à l'opposé. Ça tombe dans les mains de Crawford qui tente un 2 points à mi-distance relativement compliqué, relativement contesté. Et encore un bon stop défensif pour cette équipe d'Utah. Utah, la dernière possession du troisième quart-temps. On lance une séquence d'isolation pour Hayward qui est défendu par Mbah a Moute. Voyez que Shelvin Mack, défendu par Felton, va venir poser un écran sur Hayward. L'idée, c'est d'obliger la défense des Clippers à changer. Parce que systématiquement, sur un écran porteur de balle, les Clippers font le pari de changer en défense. Ça place Hayward face à un beaucoup plus petit défenseur. Il peut comme ça aller marquer à partir du poste bas. Utah est à plus 4 et après un stop défensif sur la première possession du quatrième quart-temps, les Clippers vont aller trouver Felton sur un très joli hand-off qui marque sous le panier en layup. La séquence d'attaque suivante est une merveille basketologique d'attaque placée mi-terrain. Voyez comment, en fixant vers le cercle après des pick and roll, cette équipe d'Utah va réussir à systématiquement transférer, trouver le joueur démarqué à l'opposé et constamment décaler la défense des Clippers jusqu'à trouver un tir à 3 points complètement ouvert. On retrouve côté Clippers le petit set en horns dont on a parlé tout à l'heure. Entrée au poste haut, petit flare screen. Dans la continuité, Blake Griffin prend la décision d'attaquer le cercle mais perd le ballon après un très mauvais jeu de jambes. Utah ne parvient pas à marquer sur ce top défensif. Et sur la séquence suivante, on retrouve une séquence en hand-off avec un tir à 3 points. Ça n'est pas forcément un mauvais tir parce que la défense d'Utah passe sous les écrans, mais c'est une nouvelle fois manqué. Encore une belle exécution en attaque d'Utah. Ingles fait feinte de prise d'écran sur le pick and roll et retrouve Favors, le poseur de l'écran qui coupe bien vers le cercle. Mo Speights est en retard pour l'aide et l'équipe d'Utah passe à plus 7. We're good, man. We're playing good basketball. That last 2 or 3 minutes was like the most crisp and intelligent we've been on offense.
Alors que coach Snyder est très content des choix d'attaque de son équipe, du côté des Clippers, encore une séquence placée qui finit avec un tir de loin manqué, mais miraculeusement sauvé par une claquette de DeAndre Jordan. Sur la possession suivante, on retrouve cette attaque structurée d'Utah qui utilise l'horloge pour créer des décalages, trouver des positions, avec ici un bon renversement sur Dio qui trouve Hill dans l'axe panier-panier. Et parfois, dans le basket NBA, il vaut mieux être un petit peu chanceux que bon, et c'est exactement ce que Utah sera sur cette séquence. En l'espace de 4 minutes, entre la fin du 3e et le début du 4e quart-temps, cette équipe d'Utah a donc réussi à passer de -2 à +8 durant cette petite séquence. Je vous propose de vous intéresser maintenant à la dernière minute du match qui a scellé la victoire d'Utah. Utah est à +3 avec la possession. Les Clippers font toujours le choix défensif de changer sur tous les écrans. Ingles vient donc poser un écran sur Hill, porteur de balle, en espérant que Crawford change sur Hill et que ça crée un mismatch. La défense des Clippers ne parvient pas à compenser. Derrière, renversement un petit peu hasardeux, Griffin se met hors de position pour chercher l'interception et Joe Johnson peut aller comme ça attaquer le cercle et finir fort près du panier. Chris Paul est furieux, les Clippers sont à -5. En sortie de temps mort, les Clippers vont chercher à trouver un 2 points rapide. Redick, qui a fait la remise en jeu, croise pour aller poser à l'opposé un écran descendant, un pin down sur Blake Griffin qui va venir jaillir pour après déclencher une séquence en hand-off pour Chris Paul. On voit Redick ici qui coupe, il vient poser l'écran sur Griffin qui jaillit. Et dans la continuité, on va avoir ce hand-off, c'est donc un main à main entre Griffin et Chris Paul pour que Chris Paul puisse aller finir à l'opposé du démarrage de la séquence en lay-up vers le cercle. Mais voyez que côté Jazz, on a très bien défendu cette séquence, on a bien changé. Chris Paul ne peut pas attaquer le cercle, il préfère abandonner la séquence d'isolation, retransférer pour Griffin qui tente un 3 points bien contesté, le close-out de Ingles était très bon et les Clippers ratent l'occasion de scorer. Faute dans la lutte au rebond, LA a donc une nouvelle opportunité de scorer sur une possession placée. On va retrouver ici Redick, une petite séquence d'isolation et cette fois-ci, bonne décision des Clippers qui arrivent à attaquer le cercle et trouver un 2 points rapide. Utah est donc désormais à +3, Joe Johnson récupère la passe, on va déclencher un 1-3 screen côté Jazz, c'est-à-dire que Hill va poser un écran sur Joe Johnson, les Clippers changent toujours sur tous les écrans et c'est ce qu'on veut côté Utah. Comme ça, on a Chris Paul qui se retrouve à défendre face à Joe Johnson. Joe Johnson essaie de profiter de son avantage de taille en postant Chris Paul, mais très bonne aide des Clippers et ballon perdu. Los Angeles force ici une perte de balle, un stop défensif et Utah fait faute dans la continuité. Blake Griffin se retrouve donc au lancer franc. Il va mettre les deux, mais il ne reste que 24 secondes sur l'horloge du match. Et cette équipe des Clippers est donc contrainte de faire faute, sinon Utah peut tranquillement laisser l'horloge aller au bout et remporter la rencontre. Les Clippers avaient une faute à donner, deuxième remise en jeu donc pour cette équipe d'Utah, et ici Los Angeles va tenter dans une première intention de trapper pour forcer une perte de balle, et puis ici la trappe n'arrive pas, on va aller faire une faute volontaire. Ici on a été servir Favors, Griffin fait tout de suite la faute, et c'est pas forcément un très bon choix pour l'équipe d'Utah parce que Favors est à un petit peu plus de 60% au lancer sur la saison, donc c'est clairement le joueur sur lequel on voulait faire faute côté Clippers. Favors fait 1 sur 2, 2 points d'écart donc entre les deux équipes, et les Clippers ont donc ici un ballon pour égaliser ou passer devant. Remise en jeu de Chris Paul, démarquage de Blake Griffin qui se retrouve dans l'axe panier-panier. On va retrouver Chris Paul dans une séquence de hand-off et on va avoir le même fondement que l'attaque placée précédente avec un écran pour Chris Paul qui va pouvoir aller attaquer le cercle à l'opposé du démarrage de la séquence. Et voyez que parallèlement Griffin va poser un écran descendant sur Redick pour qu'il puisse venir rejaillir à 3 points. Pas tant pour qu'il puisse récupérer une passe et potentiellement déclencher un tir, mais pour éviter que son défenseur soit en capacité de venir aider sur le drive de Chris Paul. La première option ici, c'est vraiment de permettre à Chris Paul d'aller attaquer le cercle sur un drive, sur un lay-up
vers le panier. Exécution à merveille des Clippers qui égalisent et Utah ne prend pas de temps mort. Joe Johnson, dans la continuité, bénéficie d'un écran de Ingles. Toujours lui. Les Clippers changent sur l'écran et on a Joe Johnson face à Crawford. C'est exactement ce que Utah voulait. Et Johnson crucifie les Clippers au buzzer. Tactiquement, c'est extrêmement bien joué de la part d'Utah de ne pas avoir pris de temps mort. Le Jazz n'avait pas grand-chose à perdre. Le match était à égalité. Et dans le pire des cas, on allait en prolongation. Ne pas avoir pris de temps mort, ça n'a donc pas permis à la défense des Clippers de se réajuster, d'anticiper la mise en place offensive de l'équipe du Jazz. Dans la foulée, Utah a très intelligemment négocié cette dernière possession en allant servir l'un des meilleurs joueurs de 1 contre 1 de l'équipe, en réappuyant sur ce que les Clippers faisaient mal, à savoir la défense du pick and roll, et en allant obliger un défenseur des Clippers plus petit, plus léger, à devoir défendre sur Joe Johnson. C'est le cas de Crawford. Et au final, les Clippers sont crucifiés au buzzer avec un tir relativement peu contesté, même si l'aide de DeAndre Jordan est très bonne. C'est jamais favorable que de laisser l'adversaire direct tenter un tir de la gagne comme ça si près de votre panier. On a vu une équipe d'Utah qui a donc bien exécuté son plan de match, qui a fait preuve d'une belle agressivité vers le cercle. Très clairement, la défense des Clippers, en changeant systématiquement sur tous les écrans porteurs de balles, s'est mise dans des situations compliquées où elle a dû faire face à des mismatchs et ça a complètement fait s'écrouler la défense de l'équipe. Au final, les Clippers n'ont quand même pas trop à s'inquiéter après ce match 1 perdu parce qu'ils ont manqué beaucoup de tirs, dont beaucoup étaient des tirs relativement ouverts. Ce qui a été vraiment intéressant côté Jazz, c'est qu'on est allé s'imposer finalement avec un 5 sur le terrain, composé de Hill, Ingles, Hayward, Johnson et Favors, un 5 qui n'a pratiquement pas joué ensemble de la saison et qui a su exceller dans un match très serré. Donc côté Jazz, on a su improviser avec l'absence de Gobert, on a su se réinventer et j'ai trouvé que l'équipe proposée par coach Snyder était vraiment intéressante. Ça ouvrait de nouvelles opportunités pour cette équipe d'Utah, ça créait pas mal de situations complexes à défendre du côté des Clippers, parce que dans des séquences où Griffin doit défendre sur Joe Johnson, clairement les Clippers sont pénalisés et finalement jouer small ball côté Utah, ça ouvre pas mal de possibilités de sanctionner à 3 points, de sanctionner sur du drive and dish, et j'ai trouvé que ça a ouvert finalement au Jazz de belles opportunités sur cette rencontre. Un grand merci à tous ces basketologues qui me soutiennent financièrement via la plateforme Tipeee. Merci en tout cas à tous de votre fidélité et de votre soutien. Je vous dis à très bientôt pour plein d'autres contenus basketologiques. Ces playoffs 2017 vont être passionnants. D'ici là, prenez soin de vous et comme toujours, bon match à tous.